Hello, everybody. This is Hedda Hopper reporting to you from Hollywood, that fabulous place where everyone wants to live but seldom does. I'd rather watch people than read a book. But when we want to know anything about our stars, we ask Hedda Hopper because she knows everything about them. Well, no, I can be wrong. Hedda, because you're always sharp and never flat. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Après avoir mené une carrière sur le grand écran, Hedda Hopper se lance dans le journalisme. Elle va devenir l'une des femmes les plus influentes de tout Hollywood. Les personnalités hollywoodiennes craignent d'être victimes de ses prochains potins, mais ont encore plus peur d'être sur la liste noire, celle où personne ne souhaite voir son nom écrit. You know, it was a stroke of good fortune to get into a Garbo picture. And I finally made it. I didn't seek this job. How could I ever become a columnist? I can't even spell. Only one, I think, has the right to be called a legend. Je suis très excité de l'épisode d'aujourd'hui parce que je vous parle de patinage, mais surtout d'Hedda Hopper. Hedda Hopper va devenir en quelques années seulement l'une des journalistes les plus influentes d'Hollywood. Elle a pas peur de dire ce qu'elle pense et surtout elle a des centaines de contacts dans le milieu du cinéma qui viennent lui raconter les derniers ragots, les derniers flirts également. Ce qui fait que, avec ses journaux, Hedda Hopper va devenir la première patineuse publique. Elle va publier des milliers d'articles au cours de sa vie où elle informe le public des derniers ragots concernant leur vedette préférée. Plus elle va gagner en notoriété, plus elle sera incisive avec ses écrits et ses opinions. Parce que ça aussi, ça fait partie du mythe Hopper. Elle gardait avec elle une liste noire de ses acteurs et actrices qu'elle détestait. Et ces stars du cinéma-là reçoivent très souvent de mauvaises critiques de la part de la journaliste. Vous voyez un épisode un peu différent aujourd'hui, mais pas moins intéressant. Avant de se lancer dans la carrière de journaliste à gossip d'Hedda Hopper, revenons un peu sur son enfance et sa carrière au cinéma. Bien qu'Hedda Hopper connaissait l'enfance et la vie privée d'à peu près toutes les vedettes hollywoodiennes, on connaît que très peu de choses sur son enfance à elle. Elle a été très discrète concernant son enfance. Hopper naît sous le nom de Elda Furry en Pennsylvanie en mai 1885. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur son enfance, sur son entrée dans la vie. À un certain moment, bien des années plus tard, Elda Furry va quitter sa Pennsylvanie natale afin de gagner New York, où elle se lance sur les planches de théâtre de Broadway. La carrière à Broadway d'Elda n'est pas très glorieuse. Elle a du mal à se faire une place et souvent on efface son nom des auditions avant même qu'elle passe. Elle se fait vraiment une drôle de réputation, celle de la fille qui veut absolument réussir mais qui n'a pas de talent. Mais un beau jour, le succès va arriver peu à peu et Elda se retrouve à figurer parmi les petits rôles dans différentes pièces. Grâce à ses activités théâtrales, Elda va rencontrer son idole, DeWolf Hopper, avec qui elle se marie quelques mois plus tard, autour de 1913. DeWolf Hopper est l'un des chanteurs d'opéra comique les plus marquants du 20e siècle et a été l'idole de milliers de jeunes, dont la future Hedda Hopper. Après s'être mariée à DeWolf, Elda va auditionner pour le premier rôle de The Country Boy. Elle va passer l'audition, puis avoir le rôle. La pièce va tourner pendant plus de 35 semaines consécutives dans 50 villes des États-Unis. Ce succès va l'emmener à jouer dans The Quaker Girl. Cette fois-ci, elle a le second rôle, celui de la prima donna. Toujours en 1913, Elda va consulter un numérologiste afin de savoir quel nom elle devrait prendre pour sa future carrière, mais aussi afin de régler différents problèmes par rapport aux anciennes femmes de son mari qui s'appelaient respectivement Ella, Ida, Edna et Nella. Ce numérologiste-là va lui dire qu'elle doit choisir le prénom de Hedda. Légèrement déçue de ce prénom qui se termine toujours en A, mais étant une fervente croyante de cette science, elle fait changer son nom pour Hedda Hopper. En 1915, elle signe avec les productions Fox afin de commencer sa carrière au cinéma.
Son premier film muet, The Battle of Hertz, sort l'année suivante en 1916. Le film est écrit par Frances Marion, qui à ce moment-là est encore une actrice elle-même. Frances Marion est l'une des premières scénaristes influentes à Hollywood. Je vous prépare un épisode sur elle sous peu. Toujours en 1915, elle accouche de son fils unique, DeWolf Jr. Hopper, qui prendra plus tard le nom de William Hopper pour faire carrière au cinéma. Suite à l'accouchement, Elda va accepter tous les rôles qu'on lui propose par peur de manquer d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Hedda Hopper va tourner une bonne dizaine de films muets à la fin des années 1910, ce qui fait qu'au début des années 20, la star de cinéma dépense plus de 1000 $ par semaine dans des vêtements de luxe. Elle mène la vie des gens riches et célèbres. Les producteurs de cinéma ne l'engagent pas pour son talent d'actrice, mais bien pour son apparence très glamour. Même que parfois, les producteurs ne connaissant pas son nom, on la surnomme Miss Luxe. C'est aussi au début des années 20 qu'Hedda Hopper commence à se faire de plus en plus de contacts dans le milieu. Étant d'un naturel très sympathique, la jeune femme se fait plusieurs amis, autant des acteurs et actrices que des techniciens. Ces techniciens lui racontent souvent ce qu'ils voient lorsque les caméras sont éteintes, une fois la nuit tombée et les studios quasi fermés. On peut penser que c'est à cette époque qu'elle a commencé à développer son goût pour les potins et les gossips. En 1922, elle divorce de DeWolf Hopper, mais lui demande de garder le nom de Hopper, chose que son mari va accepter. L'année suivante, l'actrice déménage définitivement à Hollywood. Peu de temps après son arrivée, elle signe un contrat avec Louis M. Mayer de la MGM. Malheureusement pour Hedda Hopper, sa carrière cinématographique s'éteint tranquillement. L'arrivée du cinéma parlant lui fait très mal. Hopper était une bonne actrice pour le muet, mais elle ne s'adapte pas du tout au parlant. Elle surjoue et sa tonalité agresse légèrement les producteurs de cinéma. Elle a aussi de moins en moins de temps pour cet art, puisque déjà au début des années 30, Hedda Hopper fait partie des personnalités publiques les plus courues à Hollywood. Elle est invitée un peu partout dans les bals les plus somptueux, mais aussi dans les fêtes privées des plus grandes vedettes, ce qui la tient au courant des derniers ragots et des rumeurs. Si les portes du cinéma se referment tranquillement sur Hedda Hopper, celles des potins s'ouvrent, et Dieu sait qu'elles sont immenses. Hedda, because you're always sharp and never flat. Have you got the darndest collection of hats in Hollywood? Yes, sir. And your name might be Hedda Hopper. Hedda Hopper. But when we want to know anything about our stars, we ask Hedda Hopper because she knows everything about them. And I found behind the legend the person. I love people. How dare you print that? I said, because it's true. You have to tell the truth. I'd rather watch people than read a book. Lorsqu'au milieu des années 30, Hedda Hopper se retrouve avec de moins en moins de travail au cinéma, elle cherche un nouveau moyen de gagner de l'argent afin de continuer à mener une vie de luxe. Elle a aussi la garde complète de son fils et elle doit subvenir à ses besoins également. Elle souhaite la meilleure éducation pour lui et une éducation de qualité, ça se paye très cher. Elle s'intéresse alors au journalisme. Ayant déjà une certaine réputation et étant un nom connu à travers les États-Unis, elle se trouve facilement en 1935 un emploi au Washington Herald, où chaque semaine elle rédige un article sur les derniers ragots du cinéma. Elle reçoit pour ses articles environ 50 $ par semaine, ce qui équivaut à un peu plus de 1000 $ aujourd'hui en 2022. Après seulement 4 mois, Hedda Hopper rompt son contrat avec le journal puisqu'ils veulent couper son salaire de 15 $. Hors de question pour la nouvelle journaliste. L'année suivante, en 1936, elle débute à la radio le Hedda Hopper Show, où elle est seule au micro à parler des derniers potins. Elle parle aussi énormément de cinéma, critiquant les derniers films sortis. Elle a un langage très coloré,
très imagée. Lorsqu'elle parle des acteurs et actrices, elle a pas peur de comparer ses vedettes à des animaux lorsqu'elle trouve qu'ils surjouent un peu. Elle compare aussi également énormément leur voix avec des animaux. Elle se laisse souvent emporter par ses émotions et parfois là, elle part carrément dans des espèces de délires de critique, même que parfois elle se met à pleurer en direct quand elle parle d'un drame qui l'a particulièrement touchée. Déjà avec le Hedda Hopper Show en 1936, l'animatrice se trouve certaines cibles, comme Bette Davis. Au milieu des années 30, Davis est encore une nouvelle arrivée au cinéma, mais sa popularité augmente constamment, chose que Hopper ne comprend pas. Elle a du mal à comprendre comment une femme comme Bette Davis peut faire carrière au cinéma. Elle lui reproche son jeu trop subtil et parfois même lui reproche d'être trop intellectuelle. Hedda Hopper déteste également beaucoup le style vestimentaire et l'impression que Davis laisse à l'écran. Elle trouve que Bette Davis n'a aucun charisme. Hedda reçoit aussi régulièrement sur son émission des acteurs et actrices afin de parler de leur dernier film. Elle n'a pas peur de leur dire qu'elle n'a pas aimé leur performance, ce qui donne parfois des échanges assez froids et laisse place à des malaises. Comme je le disais, elle a un langage très coloré, très cru également. Elle n'a pas peur de dire ses opinions négatives qui frôlent parfois la méchanceté. Et tout ça mis ensemble, ça fait un peu sensationnalisme. Le Hedda Hopper Show va rapidement gagner en popularité et va devenir l'une des émissions radio les plus écoutées. Et la femme devient l'une des personnalités les plus connues également. En 1937, sa notoriété lui fait avoir un nouveau poste de Gossip Girl au Los Angeles Times. Elle y rédige la section Hedda Hopper's Hollywood. Ne sachant pas écrire à la machine, elle dicte par téléphone son texte à un employé engagé spécialement pour elle ses articles. Au cours de son contrat avec le Los Angeles Times, Hopper utilise ses nombreux contacts avec les gens du milieu afin de savoir les dernières rumeurs. Elle commence aussi à créer ses propres rumeurs. Elle écrit parfois qu'une de ses actrices chouchou a obtenu un grand rôle dans la prochaine grande production, ce qui fait que cette actrice, qui n'avait peut-être même pas de rôle à venir, se retrouve soudainement avec plusieurs offres pour de grands films. Tout ça à cause de l'influence d'Hedda Hopper. Si Hedda Hopper lance ou relance certaines carrières, elle est aussi une véritable bombe à scandale. Le premier grand scoop qu'elle obtient arrive en 1939 lorsque le fils du président Franklin Roosevelt, James Roosevelt, divorce de sa femme Betsy, suite à une histoire d'adultère avec une infirmière engagée par son père, une certaine Mayo Clinic. Par la suite, Hopper écrira souvent des articles cinglants sur le fils de Franklin Roosevelt, qui est pas toujours blanc comme neige en affaires. Suite à ce scandale, plusieurs hommes politiques et artistes se mettront à avoir vraiment peur de la journaliste. Ceux qui font partie de ses amis font tout pour continuer à l'être, et ça va parfois jusqu'à certains pots de vin. Hopper a déjà mentionné d'ailleurs que quelques acteurs lui ont donné des enveloppes brunes afin de passer sous silence un film ou un projet dont ils étaient moins fiers. Elle avait vraiment réussi à créer une espèce de climat de peur autour d'elle, ça me fascine vraiment. Bob Hope a déjà dit en entrevue que lorsqu'Hedda Hopper sortait un article, toutes les stars d'Hollywood étaient en haleine, espérant ne pas voir leur nom figurer dans l'article de Hedda Hopper. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Hopper est devenue une mondaine prisée par certains et fuie par d'autres. Elle commence à travailler son apparence durant cette période de guerre. À partir des années 40, la marque de commerce de la journaliste sera son amour pour les énormes chapeaux extravagants. Même que durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis utilisent certaines photos d'Hedda comme objet de propagande contre les Américains. Hopper devient le symbole nazi de l'opulence et l'exagération de la culture américaine. Ces mêmes chapeaux très exubérants vont lui valoir le surnom du vautour par plusieurs actrices au cours des mêmes années, en référence à l'allure que lui donnent parfois certains de ces chapeaux. Durant cette période, les revenus annuels de la journaliste dépassent les 250 000 $ et ça lui permet de s'acheter une immense maison à Beverly Hills. Un bien que plusieurs décrivent comme étant la maison construite par la peur, faisant référence à la réputation mesquine de Hopper, mais aussi du climat qu'elle a installé autour d'elle.
Alors que la guerre est à son apogée, Hedda Hopper, étant reconnue comme une solide républicaine, se met à écrire sur les possibles penchants communistes de certaines vedettes du cinéma, ce qui laisse une trace assez importante sur la carrière de certaines de ses stars. L'une de ses victimes préférées est le scénariste Dalton Trumbo, qui a déjà écrit dans les années 40 plusieurs films à succès. Hopper met au grand jour ses activités ainsi que ses liens très serrés avec plusieurs groupes communistes. Jusqu'aux années 50, la carrière de Trumbo sera constamment sous la loupe de Hopper, prête à écrire ses moindres frasques. En 1943, elle prend en grippe le très reconnu Charlie Chaplin. À ce moment-là, Chaplin est soupçonné de communiste par le monde du cinéma, mais c'est pas quelque chose de connu publiquement. La première à en parler au grand jour sera évidemment Hedda Hopper. Elle écrira des dizaines d'articles négatifs sur l'acteur et lui reproche aussi de garder sa nationalité anglaise. Même s'il vit aux États-Unis depuis plusieurs décennies, Chaplin a gardé sa nationalité anglaise, quelque chose qui irrite plus que de raison la journaliste. Elle lui reproche d'être ingrat et irrespectueux envers le pays qui lui a donné la gloire, le succès et la fortune. Les penchants communistes et la nationalité anglaise de Chaplin ne sont pas les seules choses que reproche Hopper à l'acteur. Elle se met à écrire sur ses relations intimes avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. En 1943, Charlie Chaplin est âgé de 54 ans et Hopper écrit régulièrement sur les aventures de l'acteur avec de jeunes femmes d'à peine 20 ans. Toujours en 1943, elle est contactée par Joan Barry, une jeune actrice de 22 ans, ancienne compagne de Charlie Chaplin. La jeune femme lui explique que l'acteur refuse d'assumer la paternité de son enfant. Hopper convainc alors Barry d'aller jusqu'en cour contre Chaplin, afin qu'il accepte la paternité de l'enfant. Au cours de ce procès très médiatisé, Hopper est assise, calepin à la main, notant tout ce qui se dit. Elle témoigne aussi contre Chaplin, rappelant ses nombreuses aventures et faisant même allusion au fait qu'il pourrait se retrouver dans la même situation dans un avenir pas très loin. Au cours du procès, Hedda va être confrontée à l'avocat de Chaplin très virulent. L'avocat de l'acteur démontre un certain acharnement sur Chaplin au cours des dernières années de la part de Hopper. La journaliste va garder son calme et ne va pas jouer le jeu de l'avocat qui cherche à la faire paraître comme étant une femme sans cœur. Hopper répond simplement qu'elle faisait son travail de journaliste et qu'elle écrivait tout simplement la vérité. Elle exprime aussi son souhait que ce procès serve de leçon à tous les autres acteurs fréquentant en cachette des jeunes femmes et qui les mettraient peut-être enceintes avant de fuir. Cette dernière déclaration fait grand bruit à Hollywood. Hedda est poursuivie par les journalistes qui tentent de savoir qui sont ces acteurs, mais la journaliste restera muette, promettant que si Chaplin ressort gagnant du procès, elle publiera une longue liste de ces acteurs. À la fin du procès, le juge estime que Chaplin doit accepter la paternité de l'enfant de Joan Barry. Barry et Hopper ressortent gagnantes de ce procès médiatisé par la journaliste elle-même. Le lendemain du verdict, elle écrit un texte d'opinion où elle demande au gouvernement américain de renvoyer l'acteur chez lui en Angleterre, chose qui évidemment ne sera pas faite. Durant cette période, les articles de la femme sont lus par plus de 35 millions de personnes à travers le pays, suivant la cause avec impatience. Ce n'est pas encore tout concernant la haine qu'avait Hedda Hopper envers Charlie Chaplin. À la suite de ce procès, la journaliste va étroitement travailler avec le FBI afin de continuer à salir la réputation de l'acteur. Le FBI va carrément donner des informations à Hopper concernant le passé communiste ainsi que les liaisons actuelles que possède l'acteur avec certains membres importants de groupes communistes. Elle va mener une véritable campagne afin de salir l'acteur. Campagne qui va porter fruit puisqu'en 1952, Chaplin est interdit d'entrer aux États-Unis. Ça peut vous donner une idée de la réputation qu'avait Hedda Hopper. Pour que le FBI accepte de l'aider au sujet de Chaplin, c'est pas n'importe quel petit service de renseignement, c'est probablement la plus grosse agence de renseignement au monde et Hopper avait accès à toutes ces informations confidentielles. C'est assez fou, là. Après cette étroite collaboration avec le FBI, tout Hollywood tremble encore davantage. Mais peut-être rendue trop confiante, Hedda publie une rumeur. Michael Warding et Stuart Granger, deux acteurs reconnus, entretiendraient une relation purement sexuelle.
Cette rumeur s'avère totalement fausse et Wilding va poursuivre la journaliste pour diffamation. Au terme d'un court procès, Wilding en ressort gagnant. La réputation de la femme n'est que légèrement tachée par cet incident. C'est environ au même moment que circule une rumeur autour de Hopper. Elle aurait une blacklist. La journaliste garderait chez elle une liste noire où figuraient les noms de ses acteurs et actrices pour qui elle a que très peu d'affection. Cette liste peut facilement être dressée. Il ne suffit que de lire les articles de Hopper pour en avoir une bonne idée. La rumeur de la liste noire de Hedda Hopper va se répandre partout à Hollywood. Et à un certain moment, la femme va recevoir des dizaines et dizaines de cadeaux par la poste de tout Hollywood. Des vedettes du cinéma qui tentent de s'attirer les bons mots de la journaliste ainsi que ses faveurs. On peut facilement imaginer que Betty Davis y figurait, tout comme Kirk Douglas, pour qui elle avait que très peu d'affection. Et au top de la liste, probablement Charlie Chaplin. En fait, tous ceux que Hopper soupçonnait de faire partie de loin ou de près du communisme se retrouvaient sur cette liste. Ceux qui vivaient des vies disparates et qui accumulaient les conquêtes se retrouvaient également sur cette liste. Elle avait aussi une espèce d'obsession envers l'homosexualité. Elle cherchait vraiment à découvrir qui faisait partie de cette communauté. Les acteurs soupçonnés d'homosexualité s'y retrouvaient aussi. Sur cette liste devait figurer le nom de Joseph Cotton et de Diana Durbin, l'un des couples les plus célèbres de Los Angeles. Cotton a souvent été critiqué sévèrement par Hopper qui avait même fait circuler une rumeur d'adultère à son sujet. Cette rumeur s'était rendue jusqu'aux oreilles de Dina Durbin qui avait quasi demandé le divorce. Cotton a été l'un des rares à confronter la journaliste en personne, alors que la plupart des autres stars se contentaient d'écrire des lettres peu aimables à la journaliste. Cotton la confronte en personne et en plus lors d'une réception mondaine. En voyant Hopper prendre place à une table, Cotton se serait dirigé vers la femme qui le regardait avec un certain ricanement. L'acteur aurait alors tiré la chaise de Hopper qui serait tombée au sol devant plus d'une centaine d'invités. L'acteur aurait aussi dit à Hopper de cesser de raconter des ragots de la sorte sur lui, sa femme ainsi que sur les autres stars. La journaliste aurait gardé la tête haute et aurait expliqué qu'elle ne faisait qu'écrire ce qu'elle entendait et ce à quoi elle croyait. Le couple aurait alors quitté la réception en colère. En 1944, elle fait partie des membres fondateurs de l'Alliance cinématographique pour la préservation des idéaux américains. Cette alliance est un regroupement de personnalités influentes de tous les milieux afin de préserver les valeurs et idéologies américaines d'une infiltration de plus en plus imposante du fasciste et du communiste à Hollywood. C'est majoritairement des noms qui étaient associés au Parti conservateur comme Gary Cooper, Walt Disney, Robert Taylor et une bonne vingtaine d'autres noms reconnus. Sa grande influence se fait ressentir peu avant les Oscars de 1945 également. L'année précédente, Joan Crawford a brillé dans le méga succès Mildred Pierce. Crawford, étant une amie de Hopper, avait reçu une tonne d'articles élogieux au sujet de sa performance. Alors que les Oscars approchent, le nom de Crawford figure dans les nominés pour meilleure actrice. Hedda Hopper met alors en branle une immense campagne afin de faire gagner la statuette à Joan Crawford. Pour commencer, elle fait réimprimer ses nombreux articles élogieux sur la performance de l'actrice et les envoie à chaque membre de l'Académie. Par la suite, elle se met à leur téléphoner afin de raconter quelques rumeurs concernant les autres nominés, tout en soulignant le fait que ces autres nominés-là ont moins bien performé que Crawford. Elle mentionne aussi que sa bonne amie a travaillé très dur afin de jouer ainsi, rien à voir avec les autres. Puis, à la veille des Oscars, Hopper envoie des lettres aux membres où elle fait part de son vœu de voir la statuette entre les mains de Crawford le lendemain. Elle publie très souvent aussi des articles sur les qualités artistiques de Crawford. Elle en parle régulièrement lors de ses passages radio, puisqu'en 1945, Hopper est encore une voix très présente sur une multitude de stations et a toujours sa propre émission sur ABC. Joan Crawford remportera l'Oscar de la meilleure actrice en 1945. La campagne de Hopper a fonctionné. Ça a peut-être eu une influence sur le choix de l'Académie, mais pour avoir vu Mildred Pierce, Joan Crawford mérite amplement son Oscar. En 1945, Ingrid Bergman était elle aussi nominée pour meilleure actrice, et à cette époque, elle était toujours une protégée de la journaliste.
Bergman étant nominée pour The Bells of St. Mary, un film où elle avait remporté le rôle principal grâce à Hedda Hopper, qui avait mené une campagne de promotion autour de l'actrice. Avant 1948, Bergman et Hopper avaient une relation exceptionnelle. Mais lorsque Bergman va tomber enceinte, elle ne le dira pas à la journaliste en premier. Elle va préférer le dire à une autre gossip girl de l'époque, Luella Parson, qui est en fait la grande rivale de Hedda Hopper. Lorsqu'elle apprend ça, Hopper va entrer dans une colère noire, puisqu'elle n'a pas le scoop de la grossesse de Bergman en premier. Hopper va rester très amer envers l'actrice et lui fera une très mauvaise publicité. À bientôt 70 ans, Hedda Hopper continue de trôner sur les journaux à potins. Lorsqu'arrivent les années 50, elle trouve une nouvelle façon de se faire entendre, la télévision. À la fin des années 40, Hedda Hopper approche les 70 ans, mais très loin de penser à sa retraite. En fait, elle continue toujours de faire de la radio et est très souvent invitée à différentes stations afin de parler cinéma et bien sûr de ses derniers ragots. En plus de continuer à écrire dans plusieurs journaux, elle n'a pas pour plan de diminuer son rythme de travail. Elle fait même un bref retour à l'écran dans Sunset Boulevard aux côtés de Gloria Svensson. Elle apparaît que quelques secondes en tout à l'écran et elle porte l'un de ces fameux chapeaux qui font sa marque de commerce depuis plus de 10 ans. Sur le plateau de Sunset Boulevard, c'est assez froid lorsque Hopper vient tourner ses scènes, puisque Gloria Svensson et elle ne s'entendent pas hyper bien. Hopper a très souvent écrit dans le passé de mauvaises critiques sur Svensson, qui en est bien au courant. Certains parlent même d'une certaine altercation entre les deux femmes après une journée de tournage, mais il n'y a pas plus de détails. Pendant les années 40, Svensson s'est prêté au théâtre à plusieurs reprises et Hopper avait écrit que la carrière de Svensson était terminée et qu'elle ne reviendrait plus jamais dans une grande production. Svensson n'a pas oublié de lui rappeler ses articles par lettre lorsqu'elle fut nominée aux Oscars pour son rôle dans le film. En 1950, elle se fait offrir une nouvelle émission de radio pour NBC, The Hedda Hopper Show, un titre qui ressemble assez à la plupart de ses anciennes émissions. On changeait pas trop le nom de ces programmes puisque juste le nom de Hedda Hopper suffisait à en faire la publicité. La nouvelle mouture du Hedda Hopper Show lui donne 30 minutes d'antenne les samedis au départ puis les dimanches à partir de la fin 1950. Au cours de cette émission, l'animatrice accueille des invités de renom afin de parler de leurs bons coups. Un seul changement majeur, Hopper diffuse ses pièces de musique préférées ainsi que celles de ses invités au cours de l'émission. Ce nouveau format va énormément plaire au public. Ils ont une Hedda Hopper beaucoup moins potineuse durant cette émission, qui est beaucoup plus dans l'entrevue que dans la recherche du prochain scandale. C'est plus une émission de radio de variété. Au cours des années 50, c'est aussi l'essor de la télévision. Hedda voit ce nouveau médium de diffusion comme de l'or. Elle se met à apparaître un peu partout, à faire des espèces de petites chroniques où elle parle de ses films préférés et des prochaines sorties prometteuses ou non. Hopper a également participé à l'essor de Marilyn Monroe, puisqu'en 1952, elle écrit un article complet sur la future plus grande star d'Hollywood. Elle écrit les nombreuses qualités de l'actrice et espère la voir dans d'autres choses que des comédies. À la fin des années 50, étrangement, son opinion semble avoir changé sur la blonde. Hopper est l'une des premières, si c'est pas la première, à parler des fausses couches de l'actrice. En 1958 et 1959, Marilyn Monroe fait 2 fausses couches. Certains vont même dire qu'elle a fait exprès pour perdre ses 2 bébés. Hopper écrit alors une lettre ouverte destinée à Marilyn où elle tente de clarifier certaines rumeurs, dont celle qui dit que Monroe ajoutait de la vodka à ses bouillons. Monroe ne répondra jamais à cette lettre ouverte. Devant le silence de l'actrice, Hopper lui fera une publicité ordinaire pour Let's Make Love
et même pour le classique The Misfits, sorti respectivement en 1960 et 1961. Toujours concernant Monroe, Hedda Hopper est l'une des premières à parler publiquement de l'étroite relation entre John F. Kennedy et Marilyn Monroe. Par manque d'intérêt pour l'histoire, Hopper ne creusera pas davantage le sujet. En 1960, elle se fait même offrir son propre spécial télé, Hedda Hopper's Hollywood. Dans cette émission unique diffusée le 10 janvier 1960 sur NBC, Hopper interviewe des invités très diversifiés. On y retrouve des vedettes du muet, du moment, mais aussi de futures grandes stars. Pour en citer quelques-uns, Lucille Ball, Liza Minnelli, la fille de Judy Garland, Bob Hope, Walt Disney et la dernière apparition télé de Marion Davies, une des actrices les plus célèbres de l'époque. En 1961, Hedda Hopper a le scoop de la décennie. Joan Crawford et Bette Davis, les deux rivales de toujours, joueront dans le même film, Whatever Happened to Baby Jane. Hopper se laisse emporter par cette histoire et durant le tournage, elle est très près de sa bonne amie de toujours, Joan Crawford. L'actrice la tient au courant de tout ce qui se passe sur le plateau et en dehors des studios. Sur le tournage du film, l'ambiance est plus que froide entre Davis et Crawford, qui accumulent les coups bas et les phrases mesquines. Dans ses articles, Hopper écorche sévèrement Davis et fait éloge à Crawford. À la sortie du film en 1962, Hopper salue la prestation des deux actrices, même si l'amitié qui l'unit à Crawford se fait vaguement ressentir. Lorsqu'en 1963, Bette Davis est nominée aux Oscars pour meilleure actrice, mais que Joan Crawford semble avoir été oubliée, c'est le drame chez Hedda Hopper. Elle se rend directement chez Crawford et les deux femmes manigancent une nouvelle campagne pour salir la réputation de Davis auprès des gens de l'Académie. Hopper sort alors son carnet d'adresses où est recensé tous ses contacts de l'Académie et se met à tous leur téléphoner afin de leur parler des mauvaises habitudes de Davis. Au terme d'une campagne de salissage énorme de plusieurs semaines, l'Oscar échappera à Bette Davis. Hedda Hopper a toujours été une invitée de marque lors des réceptions et elle prenait énormément de place. Elle discutait avec tout le monde, même ceux qui la portaient pas nécessairement dans leur cœur. Elle essayait toujours de leur tirer quelques phrases qui donneraient place à un scoop ou à un éventuel scandale. Et dans les années 60, Hopper, à l'approche de ses 80 ans, va continuer à apparaître un peu partout. Et chacune de ses présences est soulignée par une ou plusieurs altercations. Comme en 1965, alors qu'elle assiste à la projection privée du film The Sandpiper, dans lequel jouent Elizabeth Taylor et son mari Richard Burton. Taylor surnommait d'ailleurs Hopper la vieille sorcière, après avoir lu plusieurs articles peu élogieux écrits par Hopper à son sujet. Durant la projection, Hopper, qui ne portait pas le couple en affection, aurait pas cessé de lancer des commentaires désobligeants à l'endroit de Burton, ce qui aurait poussé Elizabeth Taylor à se lever en pleine projection et à crier « Hey Hedda, et si tu te la fermais un peu ?» Irrité, Hopper se serait alors tu et aurait commencé à prendre des notes de façon sec et agressive dans son calepin. Elle a donné une très mauvaise critique au film, vous l'aurez compris. Ce genre d'incidents et de comportements-là, ça a été répertorié très souvent au cours de sa carrière. Hedda Hopper devait être le genre de femme, le genre de journaliste qui n'avait pas peur de prendre un peu trop de place. Elle avait énormément confiance en elle, un peu trop parfois même. Elle devait penser aussi, peut-être là, c'est juste une supposition, elle devait penser qu'elle avait la vérité absolue. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je veux dire qu'elle devait croire qu'elle avait toujours raison et qu'il n'y avait pas de place pour le débat. Au cours des années 60, elle est aussi très souvent parodiée à la télévision, mais aussi caricaturée dans les journaux qui la surnomment maintenant la gargouille des potins, un surnom que Hopper affectionne particulièrement. On sait aussi qu'elle garde chaque caricature d'elle dans une espèce de grande mallette. En 64, elle participe au Let's Talk to Lucy, l'émission de radio de Lucille Ball, écoutée par des millions d'auditeurs parfois. Dans cette émission de radio d'une demi-heure, Hedda Hopper parle de sa vie privée pour une rare fois. Ball et Hopper discutent de leur vision de la famille, de leur carrière et de leur perception de la vie. L'émission avec Hopper sera l'une des plus écoutées de toute l'histoire du Let's Talk to Lucy. À partir de 1965, âgée de 79 ans, Hedda Hopper commence à avoir certains problèmes cardiaques, mais aussi aux poumons, ce qui la force à être de plus en plus discrète.
Lorsqu'elle contracte une pneumonie en janvier 66, elle est transportée de toute urgence à l'hôpital Cedars-Sinai Medical Center situé sur le Beverly Boulevard. Un hôpital reconnu auprès des célébrités et des gens influents. Des noms comme Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Johnny Hallyday et Elvis Presley y ont séjourné ou y sont décédés. Le 1er février 1966, quelque temps après avoir contracté une nouvelle pneumonie, Hedda Hooper décède à 80 ans. Au moment de sa mort, sa fortune s'estime à environ 3 millions de dollars en 2022. Lorsqu'elle a commencé le journalisme à Pottin à la fin des années 30, Hedda Hooper ne croyait sûrement pas que plus de 50 ans après sa mort, on se souviendrait encore d'elle. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.